Encore une énième vidéo d'une artiste qui n'arrive pas à faire augmenter son audience et ses abonnés sur Instagram depuis plusieurs années, mais qui va vous donner des conseils. Yes! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour vous lancer sur les réseaux sociaux ou si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux pour pouvoir mieux vous organiser et pour pouvoir atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. J'ai décidé de faire cette vidéo déjà parce que vous me l'avez beaucoup demandé, mais surtout parce que les réseaux sociaux sont une partie essentielle de mon travail. Aujourd'hui, je dirais que 98% de mon chiffre d'affaires se fait via les réseaux sociaux, que ce soit à travers des collaborations rémunérées, que ce soit à travers ma boutique en ligne. Par exemple, ma boutique en ligne, j'en parle uniquement sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est jamais arrivé que quelqu'un soit tombé par hasard sur ma boutique en ligne, que ce soit à travers différentes plateformes de financement. Je pense par exemple à Patreon aussi, ou via par exemple YouTube qui me donne une rémunération. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète au sujet de mes sources de revenus. Je vous la mettrai ici. Et en fait, j'ai envie de vous expliquer comment est-ce que moi je fais pour gérer mes réseaux sociaux et vous donner des conseils par rapport à ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment devenir viral sur Internet. Je ne vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on peut gagner des milliers d'abonnés. Parce que pour être transparente, je ne sais pas moi-même en fait. Et j'ai envie d'inscrire en fait cette thématique dans une vision hyper réaliste dans la sphère artistique qui est qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour pouvoir avoir accès à des projets. Et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Alors oui, il y a plein d'illustratrices qui touchent des dizaines de milliers de comptes, voire des millions de comptes tous les mois et qui seraient peut-être plus à même de faire cette vidéo à l'heure actuelle que moi qui a quand même une baisse d'engagement sur mes réseaux sociaux. Mais j'estime que je me sens quand même légitime parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quand même réussi à pérenniser mes réseaux au cours des 8 dernières années. Je trouve que c'est quand même pas rien que même 8 ans après je continue à avoir des collaborations, que je continue à avoir de la visibilité sur mes projets. Donc je pense que je peux quand même vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous aussi gagner en fait de la visibilité sur vos réseaux. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être tout simplement de choisir le réseau social sur lequel vous êtes le plus à l'aise. On est vraiment en ce moment dans une vraie mode des contenus courts et je pense que beaucoup d'entre nous se forcent à en faire alors que fondamentalement on n'aime pas ça. Et spoiler alerte, vous n'êtes pas obligé en fait de vous forcer à faire du contenu viral si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Personnellement, je suis pas à l'aise avec, je suis plus du moins à l'aise avec la plateforme TikTok. Ça fait plus d'1 an et demi que je n'utilise plus TikTok et je n'ai pas envie de retourner dessus parce que pour moi c'est plus une contrainte qu'autre chose. Et donc à côté de ça, je préfère par exemple faire du contenu avec lequel je suis très à l'aise, à savoir par exemple ma chaîne YouTube. Donc vraiment choisissez un réseau avec lequel vous avez des affinités ou plusieurs réseaux sociaux, même si je vous recommande non plus de ne pas en choisir des 1000 et des 100 parce que c'est quand même du travail de produire du contenu et de cette façon vous allez pouvoir potentiellement atteindre une forme de régularité. Il y a quelque chose qui est très important dans le fait de publier sur les réseaux et ça c'est quelque chose que je vois depuis plusieurs années, c'est que vraiment ce qui va vous permettre d'avoir des résultats, ça va être d'être régulier en fait. Donc si vous êtes sur un réseau social dont vous n'aimez pas la structure, vous pouvez tirer un trait en fait sur la régularité parce que vous n'arriverez pas à vous forcer et même si vous vous forcez, vous n'allez peut-être pas faire du contenu de bonne qualité qui pourra potentiellement toucher votre audience. Comme je disais avant, choisissez peut-être peu de réseaux, surtout si vous débutez, parce que ça va être impossible de tout faire, tout simplement, à part si vous avez les moyens pour avoir quelqu'un qui va monter vos vidéos, pour avoir quelqu'un qui va prendre en photo, je sais pas moi, vos créations. Dans ce genre de cas, oui, on peut potentiellement envisager d'aller sur plusieurs plateformes, mais si comme moi, vous gérez votre activité, que vous faites plein de métiers en même temps, personnellement, je n'arrive pas à être sur toutes les plateformes, donc j'ai décidé d'en choisir 2 qui sont YouTube et Instagram, et ça me permet d'être régulière en fait sur ces 2 plateformes. À partir du moment où vous avez choisi les réseaux sur lesquels vous voulez communiquer, on va passer au deuxième chapitre qui est pourquoi communiquer sur les réseaux et pourquoi vouloir des abonnés. Vous êtes très certainement sur cette vidéo pour pouvoir gagner en visibilité. Mais gagner en visibilité, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut gagner en visibilité. Pourquoi est-ce que vous voulez gagner des abonnés? C'est vraiment ça qui va vous permettre de pouvoir définir comment est-ce que vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez gagner des abonnés pour potentiellement avoir de la visibilité sur vos projets, pour après avoir du boulot? Si oui, quel type de boulot? Je vais prendre mon exemple d'illustratrice. Est-ce que c'est pour avoir des collaborations rémunérées, donc faire peut-être quelque chose qui est un peu plus dans le lifestyle ou purement dans l'illustration? Est-ce que c'est
c'est pour avoir des projets purement d'illustration? Est-ce que c'est pour potentiellement gagner en visibilité et avoir accès à des projets dans la vie réelle? C'est hyper important en fait de venir définir ça dès le départ. Est-ce que c'est par exemple pour ouvrir une boutique par la suite? Est-ce que c'est pour s'améliorer? Ça peut aussi tout simplement être pour s'améliorer. Moi, il y a plus d'un an, je me suis un peu lancé ce défi d'être vachement plus régulière sur YouTube parce que je souhaitais m'améliorer et je pense qu'en vrai c'est le cas parce qu'aujourd'hui je monte beaucoup plus vite. Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'apprendre une nouvelle compétence? Par exemple, vous ne vous y connaissez absolument pas en montage et vous vous dites tiens, j'ai envie de me mettre à faire des contenus courts. Est-ce que c'est tout simplement pour s'amuser ou vous voulez vraiment toucher une audience spécifique? C'est hyper important de venir définir pourquoi est-ce que vous voulez des abonnés. Peut-être que vous voulez juste des abonnés parce que vous avez un besoin d'attention. Peut-être que là, il y a d'autres choses un peu plus deep à venir creuser. Mais en tout cas, le fait de savoir pourquoi est-ce que vous voulez des abonnés, ça va vous permettre de trouver le but. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir mettre une sorte de direction artistique sur vos différents réseaux pour vous donner un exemple et un retour d'expérience. Par exemple, moi, mon Instagram, je considère vraiment comme mon portfolio d'illustration et un petit peu vidéo, même si je fais pas beaucoup de réels dessus, parce que mon objectif, c'est d'avoir soit des projets clients en illustration, soit des collaborations créatives. Ce qui fait que je vais toujours publier du contenu autour de l'illustration. Alors certes, c'est du contenu qui fonctionne peut-être moins bien que d'autres contenus, mais en tout cas, ça me permet de toucher une audience. J'habite à Berlin et il y a très peu de francophones qui parlent de Berlin. Donc dès que je dis le mot Berlin, mes contenus, ils explosent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je le dis plein de fois, que je le mets partout dans mes miniatures, Berlin, Berlin, Berlin. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je l'ai vu plus d'une fois, j'ai fait des réels où je parlais de Berlin, les trucs explosaient, je pouvais gagner je sais pas combien d'abonnés. Je me souviens qu'un jour, j'avais fait un réel qui avait explosé autour de Berlin. Et il me semble que j'avais gagné un truc comme, je sais pas moi, genre 1000 abonnés dans la journée, enfin un truc de ouf. Sauf qu'en fait, c'est très bien d'avoir des abonnés qui veulent que je parle de Berlin, mais qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui à l'heure actuelle? J'ai pas envie de bosser avec l'Office de tourisme de Berlin, j'ai pas envie de faire du contenu autour de la ville, j'ai pas envie d'être le guide de Berlin, tout ça, ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Donc avoir des abonnés, c'est bien, mais dans mon cas, je préfère avoir des abonnés qui sont intéressés par l'illustration, qui veulent apprendre des choses, qui veulent potentiellement travailler avec moi, qui veulent acheter des choses sur ma boutique. Et c'est là, en fait, que ça me permet, moi aussi, de venir créer du contenu en conséquence. C'est pour ça que, voilà, il y a parfois de temps en temps des réels autour de Berlin parce que j'aime bien quand même parler de cette ville, mais dans la grosse globalité, je vais parler d'art parce que moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de pouvoir vivre de ma passion, qui est l'illustration, et non la ville Berlin. Et puis surtout, si un jour je rentre en France, eh ben c'est foutu pour moi en fait. Par exemple, YouTube, moi mon but sur YouTube, c'est vraiment de venir donner des conseils, de pouvoir éduquer par rapport à ce parcours entrepreneurial. C'est vrai qu'en tant que freelance, je me sens quand même relativement seule dans mon activité et surtout dans cette activité d'illustratrice / créatrice de contenu. Et avec YouTube, je peux quand même communiquer avec d'autres filles et j'ai un peu cette sensation d'être entourée en tant que collègue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire des studio vlogs pour pouvoir documenter un petit peu ce parcours entrepreneurial, pouvoir donner des conseils, mais aussi pouvoir retrouver des gens qui ont les mêmes intérêts. Donc grâce à tout ça, vous allez potentiellement pouvoir affiner votre niche et vous allez savoir à peu près ce que vous pouvez créer. Et ça peut peut-être apparaître comme une sorte de contrainte, mais moi au contraire, je trouve que la contrainte qu'on est les plus créatifs et les plus créatives, par exemple, voilà, vous avez trouvé votre niche, vous dites, ok, moi j'ai envie de gagner en visibilité parce que je veux des projets d'illustration, donc du coup, je vais créer que des projets fictifs, et donc ça peut vous amener à réfléchir quel type de projet vous pouvez faire. Est-ce que, par exemple, vous voulez créer des faux packaging? Est-ce que vous voulez faire des réels où vous montrez comment est-ce que vous avez créé un faux poster? Je trouve ça trop chouette, en fait, de se dire, on est dans une niche et il y a plein de choses à créer autour de ça. Évidemment, vous pouvez aussi sortir de votre niche. L'essence même des réseaux sociaux, c'est de s'amuser et on peut évidemment publier d'autres choses aussi. Moi, ça peut m'arriver de vous publier mes vêtements parce que j'aime bien la seconde main. D'ailleurs, regardez mon haut, il est trop mimi. Mais dans la globalité, c'est quand même intéressant d'avoir une ligne directrice. Je vais passer au chapitre 3 qui va être qu'est-ce qu'on va publier. Alors, en tant que créatif, on aurait peut-être tendance à se dire en fait, on se laisse bercer par l'inspiration, on publie quand on a envie, ce qu'on a envie. Et en fait, sur le papier, je suis d'accord. C'est vrai que, comme je disais avant, les réseaux sociaux, c'est fait pour qu'on s'amuse. Mais c'est quand même important de revenir en fait à notre but de base et essayer de créer des choses qui vont aller dans cette direction. Avoir un peu une forme d'organisation, ça peut vraiment nous permettre de nous motiver. Je sais pas, votre but en fait, c'est d'avoir votre premier projet client en illustration. Vous pouvez vous dire, ok, durant ce mois,
je vais apprendre, je sais pas moi, Illustrator que je n'utilise jamais et je vais publier 3 projets en fait sur mon compte Instagram en rapport avec ce que j'ai créé. Je suis pas en train de vous dire que les réseaux sociaux ça doit être un truc ultra calculé où on sait quel jour ce qu'on publie, mais le fait d'avoir une sorte d'organisation, en tout cas moi dans mon cas, je trouve que ça me permet quand même de de me forcer à faire des choses et ça me motive à m'améliorer potentiellement. J'ai aussi marqué qu'une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir une ligne directrice, c'est que ça peut vous permettre de mettre des limites par rapport à ce que vous ne voulez pas publier. Je suis créatrice de contenu, je partage un petit peu ma vie à travers mes studios vlogs et si j'ai bien une chose que j'ai apprise au cours des dernières années et je suis moi-même consommatrice de ça. Les gens adorent la vie privée. Plus vous allez donner de la vie privée, plus vous allez être suivi, mais protégez-vous vraiment. C'est pour ça que le fait d'avoir un objectif, ça vous permet de ne pas non plus partir dans tous les sens parce que je ne dirai jamais ce qu'on publie sur internet, ça reste à tout jamais. Un exercice que j'aime bien faire par exemple, c'est parfois me poser et réfléchir en fait au type de post que j'ai envie de publier sur mon Instagram et justement je trouve que c'est un petit peu une sorte de brief qu'on se donne à soi-même et ça nous oblige à créer quelque chose et ça nous permet de nous améliorer aussi. Une question qui revient vraiment très souvent en tant que créatif, c'est est-ce qu'il faut montrer son visage ? Alors non, on n'est pas forcément obligé de montrer son visage ou du moins on peut montrer son visage mais sans que ce soit l'élément en fait principal de votre compte. Je vous mettrai à l'écran des personnes qui font du contenu en fait autour de l'illustration. C'est soit des personnes qu'on voit mais en fait on ne les entend pas nécessairement parler ou elles vont juste en fait apparaître parce que en tant qu'être humain, en tant que personne qui va parler, et on va vraiment venir être intéressé fondamentalement par le résultat final du projet et pas nécessairement par la vie de la personne. Alors soit vous pouvez effectivement vous montrer si vous êtes à l'aise, vous pouvez parler face à la caméra, ou vous pouvez complètement en fait juste travailler autour de vos illustrations. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait de règles fondamentales dans le milieu créatif, même si c'est vrai que dans le milieu créatif francophone, ça marche quand même mieux en vrai de montrer son visage. C'est d'ailleurs quelque chose que je regrette énormément. J'ai vraiment hâte que la tendance change un petit peu dans le milieu créatif en France et que on ait un petit peu moins quand même de lifestyle. Là où dans les autres pays, je trouve que l'algorithme va quand même mettre en avant plus de profils diversifiés. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai quand même la sensation qu'en France, il faut vachement montrer de sa vie pour potentiellement quand même être vu, mais c'est pas parce que c'est le cas à l'heure actuelle dans le milieu francophone que c'est impossible de faire différemment. Et une question qui est très chouette et que je me pose de temps en temps, c'est est-ce que je me suivrais ? Est-ce que lorsque je vois mes propres stories, si j'étais une abonnée, je trouverais qu'il y a de la valeur à ça ? Un autre exercice que j'aime bien faire, et ça c'est surtout pour YouTube, ça va être de se demander comment est-ce que les gens peuvent vous percevoir, ou du moins comment les gens peuvent percevoir les infos que vous allez donner. Pour ça, vous pouvez essayer de vous mettre à la place d'une personne avec qui vous n'êtes pas spécialement proche, une personne avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité. Je trouve que c'est assez dur de se projeter via des inconnus, mais par exemple, vous pouvez prendre, je sais pas moi, un collègue de travail que vous voyez de temps en temps, vous dites juste bonjour, mais sans plus. Si cette personne aujourd'hui venait à tomber sur votre chaîne YouTube, quelles sont les infos que vous aimeriez que cette personne ait à votre sujet ? Et aussi, un énorme conseil, ça, si vous faites surtout des formats peut-être un peu plus personnels, prenez-vous plusieurs jours de montage et surtout attendez quelques temps avant de potentiellement publier une vidéo. Je parle pas forcément des face cam parce que c'est vrai que moi, par exemple, mes face cam, c'est vraiment, j'ai préparé tout mon script en amont. Mais par contre, le vlog, il y a peut-être des séquences que je vais tourner dans l'émotionnel, il y a peut-être des séquences où je vais me sentir à l'aise derrière la caméra de donner certaines données, mais avec du recul, je me rends compte que c'est pas forcément pertinent. Je sais que ce que je vous dis, ça fait potentiellement peur, on se dit tiens, il faut avoir le contrôle sur littéralement tout ce qu'on fait, et en fait non, c'est juste une forme de de niche, enfin une forme de bulle dans laquelle tu restes et ça te permet d'utiliser la contrainte pour pouvoir être quand même spontané, pour pouvoir quand même te dépasser, créer du contenu qui soit fun, mais surtout je pense que ça te permet de te protéger aussi par rapport à ta vie perso si t'as pas forcément envie de publier ta vie perso, et d'un point de vue général ça va te permettre en fait d'être régulier dans un domaine spécifique, et comme je l'ai mentionné avant, c'est vraiment la régularité qui paye. Si pendant 3 mois tu vas uniquement publier autour de l'illustration, il suffit par exemple que tu aies un jour un post qui va exploser, et les gens vont retourner en arrière et vont regarder tout ce que tu as pu faire avant, et donc autant rester potentiellement quand même dans une même niche. Maintenant, je vais passer à mon chapitre préféré qui est l'organisation, vraiment ma passion, l'organisation dans mon boulot. Je l'ai mentionné, il y a 2 clés sur les réseaux sociaux en tant que créatif.
Il y a la régularité, mais il y a surtout la qualité. Je ne vous recommande pas de faire des défis comme publier par exemple un réel par jour, tout simplement parce que vous n'arriverez pas à avoir du contenu de qualité sur le long terme, à part si vous êtes vraiment très doué, et dans ce cas-là, c'est très bien pour vous. Et comment ça fonctionne en fait le contenu court, là je parle par exemple d'Instagram, c'est que très généralement, vous allez avoir un contenu ou deux en fait qui va exploser et qui du coup va mettre en avant tout le reste. Admettons que vous êtes illustratrice ou illustrateur, vous avez fait, je sais pas moi, 20 réels sur comment est-ce que vous dessinez. Étant donné que c'est une cadence qui est quand même relativement élevée, vous n'avez pas réussi à créer du contenu qui soit optimal, il y en a un qui va être mis en avant. Donc du coup, tous vos réels de moins bonne qualité vont également être mis en avant. Et un potentiel client va tomber dessus et va se dire bon bah c'est très chouette, c'est très sympa, mais j'ai pas forcément envie de bosser avec cette personne parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. C'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux par rapport à votre organisation et par rapport à vos objectifs de moins faire mais de bien faire en fait. Je pense que je mentionnerai quelquefois au cours de cette vidéo, on est quand même dans un milieu où le nombre d'abonnés en fait n'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi je suis énormément d'artistes qui ont même pas, je sais pas quoi, qui ont genre 1000, 2000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup, et qui pour autant travaillent sur des projets qui sont absolument incroyables, qui ont des collaborations avec des marques aussi, tout simplement parce que le contenu est d'excellente qualité. Aujourd'hui, en tant que créatif, ce qu'on va regarder, c'est vos compétences en fait dans l'illustration, dans la vidéo, je sais pas moi, dans la musique par exemple, et on va pas forcément regarder votre nombre d'abonnés. Il y a plein de personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui se sont vraiment focalisées autour de la création de réels et ils font du contenu qui est absolument extraordinaire, du contenu qui est vraiment recherché, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de la colorimétrie, du choix de typo, mais aussi en fait du fond. Il y a vraiment quelque chose qui est apporté, il y a un vrai message, il y a une réflexion, et c'est pas du contenu qui est publié tous les jours, c'est du contenu qui va être publié 1 à 2 fois dans la semaine, voire encore moins. Et pourtant, j'ai envie de m'abonner à ces personnes parce que le contenu est vraiment de bonne qualité. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner par rapport à l'organisation. Définissez-vous en fait un objectif qui est réalisable et un objectif qui vous permet de faire du contenu de bonne qualité. Je vais passer à un chapitre que tout le monde attend dans cette vidéo qui est comment gagner en visibilité. Alors déjà, sachez un premier point, c'est qu'il n'y a pas de stratégie miracle. Vous allez tomber très régulièrement sur des réels qui vont vous dire « Ah, regardez comment est-ce que j'ai fait passer mes vues de réels. » D'ailleurs, désolé, je dis réel, mais on dit Reels. Mais je trouve que ça n'a absolument aucun sens, sachant que j'ai l'accent le plus français du monde quand je parle anglais. Donc, on va rester sur le mot réel. Qu'est-ce que je disais? Il y a des gens qui vont publier des réels et qui vont vous dire « Voici la stratégie que je mets en place pour passer de 500 vues à 1 million de vues. » Ça marche pas comme ça en fait. Il n'y a pas fondamentalement de recette magique en fait pour créer du contenu viral, sachez-le. Je suis désolée de vous décevoir par rapport à ça. Il y a effectivement des conseils qu'on peut mettre en place, comme par exemple la régularité, le fait de faire du contenu qui peut s'enregistrer assez facilement, le fait d'avoir du contenu qui puisse toucher des gens, que ce soit par rapport à l'émotionnel, que ce soit d'un point de vue éducatif, mais factuellement, il n'y a pas une recette à suivre. Et une des preuves à ça, c'est que si il y avait une recette, ça ferait longtemps que tout le monde sur Instagram aurait des milliers d'abonnés. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui n'arrivent pas à atteindre des objectifs? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas quelque chose d'universel en fait. Cela dit, dans le milieu de l'art, si je peux vous donner quelques petits conseils, alors je vais vraiment parler pour le coup de YouTube et d'Instagram parce que ce sont les deux plateformes que j'utilise. Quand j'étais sur TikTok, c'est vrai que TikTok ça fonctionnait quand même aussi un peu par un truc de tendance. Par exemple, s'il y avait un audio qui était tendance, on pouvait le réutiliser et l'appliquer à sa niche. J'ai l'impression sur Instagram que c'est pas forcément le cas dans le milieu artistique. Mais en tout cas, moi vraiment, ce que je vois chez d'autres créatifs et créatives, ça va vraiment être le fait de développer votre identité, le fait d'avoir par exemple des vidéos qui sont toujours plus ou moins tournées de la même façon, vraiment votre patte artistique dedans, par exemple avoir un choix de typo où on sait que dès qu'on regarde cette vidéo, ça va être vous, en fait, tout simplement. Au niveau de l'illustration, d'avoir vraiment un style d'illustration qui soit hyper développé. Et ouais, j'y reviens vraiment à ce que je vous dis de base, tout simplement avoir votre propre identité graphique. Ce qui fonctionne bien aussi dans le milieu de l'illustration, c'est d'avoir toutes ces vidéos où vous montrez en fait comment est-ce que vous réalisez votre illustration et surtout avec des contrastes de couleurs qui sont quand même assez intéressants. Je suis pas en train de dire que si vous faites du noir et blanc, c'est foutu pour vous, loin de là. C'est juste que c'est très chouette de montrer vraiment les détails en fait
de votre illustration et surtout le processus créatif. Il y a, alors en ce moment, il y a une énorme mode autour de tout ce qui est un petit peu storytelling dans les Reels. J'aime beaucoup, vraiment, mais je trouve qu'en ce moment, il y a un petit peu une uniformité au niveau de ces formats, malheureusement. Ça marche très bien, hein, vraiment, mais peut-être essayer voilà, de mélanger tous les points que je vous donne en même temps, développer votre identité et à côté de ça, rajouter un petit peu de storytelling. Je vous recommande d'essayer de captiver en fait votre viewer en l'espace de 3 secondes. C'est vraiment très dur, surtout dans le milieu artistique, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Admettons que vous souhaitez montrer votre illustration que vous avez réalisée sur Procreate. Dites-le de suite dans les 3 premières secondes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réalisé mon illustration sous Procreate. Comme ça, les gens savent de suite sur quoi ils tombent en fait. Je vois beaucoup trop de réels qui fonctionnent pas, de gens qui vont vraiment prendre du temps jusqu'à ce qu'on va montrer le résultat final. Je sais que c'est chiant, c'est nul, les réseaux sociaux ont vachement évolué. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus le temps. Et malheureusement, il faut s'adapter. Mais la réalité, c'est que oui, il faut s'adapter en fait un petit peu aux tendances. Donc, essayer de captiver le plus rapidement possible. En fait, les tendances, ça peut être une forme de contrainte créative qui peut vous forcer aussi à être inventif en fait dans ce que vous faites. Une autre chose qui fonctionne bien, c'est quand même le fait de montrer un petit peu de soi. Ça, j'en ai parlé avant. Et je sais que ça peut terrifier beaucoup de personnes, mais il y a plein de façons de le faire. Comme je l'ai mentionné avant, vous n'êtes pas forcément obligé de montrer votre visage. Et surtout, vous pouvez tout simplement, de temps en temps, vous présenter, mais vous présenter vraiment dans un cadre qui reste quand même un cadre professionnel. Par exemple, pourquoi pas faire une photo de vous dans votre atelier et puis marquer quelques petits faits sur vous qui ne sont pas non plus des faits qui sont ultra personnels. On ne va pas vous demander avec qui vous êtes en couple dans la vie, où est-ce que vous habitez. Vous pouvez faire une petite présentation toute simple et ça permet déjà en fait à vos abonnés de savoir grosso modo en fait ce que vous faites dans la vie, quels sont vos centres d'intérêt en dehors de l'illustration sans non plus rentrer dans des détails spécifiques. Dire par exemple voici ma série préférée, ça permet aussi de connecter avec d'autres personnes qui vont vous dire coucou, moi aussi je suis artiste et tiens c'est trop marrant, ça aussi c'est ma série préférée. C'est quelque chose qui terrifie beaucoup de gens de se mettre en avant, mais se mettre en avant ce n'est pas non plus révéler toute sa vie, c'est choisir en fait de donner certaines choses et des choses que vous pourriez donner à des inconnus par exemple que vous rencontrez dans une soirée. J'ai trouvé différentes façons aussi d'ajouter du personnel sans non plus complètement dévoiler sa vie personnelle. Il y a cette créatrice de contenu dont j'aime beaucoup le travail. Elle pour le coup elle va faire du scrapbooking et elle va par exemple publier régulièrement des petits moments de vie. Je trouve que c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup d'illustratrices que je suis qui pareil font du scrapbooking digital. Je sais que moi aussi j'aime bien par exemple dessiner sur des photos personnelles. Lorsque j'avais fait mon voyage à New York, je vous avais par exemple publié cette illustration où on est un petit peu entre le perso et le pro. Il y a toujours des façons de faire sans non plus trop se dévoiler. Je voulais aussi rebondir par rapport au format studio vlog parce que ça je sais que c'est une interrogation qui revient souvent. Très souvent les gens me disent ouais moi j'ai pas envie de faire du studio vlog parce que j'ai pas forcément envie de partager des trucs perso. Alors sachez une chose, c'est pas parce que des gens ont décidé de tourner un format selon leur centre d'intérêt que vous ne pouvez pas le faire différemment. C'est sûr qu'en ce moment il y a quand même une tendance du studio vlog, on va peut-être plus partager des moments de vie. Même moi en tant que spectatrice je préfère ça fois 1000 plutôt qu'un studio vlog qui parle que de travail. Mais si vous avez juste envie de parler de travail, c'est complètement possible en fait. C'est pas parce que des gens font un format de cette façon que vous n'êtes pas obligé de le faire d'une autre façon. Et surtout un truc, vous savez moi ça fait maintenant un sacré bout de temps que je suis sur les réseaux, c'est pas parce que vous donnez une information personnelle que vous donnez forcément toute ta vie. Ça c'est vraiment une chose à venir remettre en fait en perspective. Très souvent vous allez donner une info à un instant T qui va être reçue sans aucun contexte. Je peux donner un exemple concret. Dans mes studio vlogs, on va voir un petit peu de mon appartement. Mais vraiment très peu. Est-ce que ça signifie pour autant que les gens ont accès à l'ensemble de mon appartement? Non. Déjà, je n'ai jamais montré ma salle de bain sur Internet. Je n'ai jamais montré ma cuisine sur Internet. Certes, on voit un petit peu quand même la chambre parce que c'est l'endroit où je travaille. Mon salon, on le voit vraiment très peu. Est-ce qu'on sait où est-ce que j'habite? Non. Est-ce qu'on sait combien est-ce que je paye par mois? Non. Est-ce qu'on sait comment j'ai trouvé mon appartement? Non. Est-ce qu'on sait comment est-ce que l'appartement est décoré? Non, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez accès à une donnée et c'est pas parce que vous avez cette donnée à l'instant T
que forcément, vous avez tout. Un autre exemple dans cette vidéo d'ailleurs que j'aime beaucoup, je vous raconte les difficultés auxquelles j'ai dû faire face après une baisse d'activité et je vous ai dit notamment que cette baisse d'activité a été liée à un événement personnel qui a été une séparation. Est-ce qu'on sait avec qui j'étais en couple? Non. Est-ce qu'on sait combien de temps la relation a duré? Non. Est-ce qu'on sait pourquoi on s'est séparés? Non. Voilà, c'est ce truc où vous donnez en fait des infos, mais vous ne donnez jamais la globalité. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je connais toute ta vie ». Et ça me fait toujours sourire parce que oui, tu connais une partie de ma vie, tu connais ce que je décide de montrer, mais il n'y a jamais de contexte. Lorsque vous voyez par exemple mes amis dans mes vidéos, est-ce que vous savez comment s'appellent mes amis? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Est-ce que vous savez quelle est notre relation? C'est ça en fait, vous choisissez de montrer quelque chose et c'est pas parce que vous montrez un détail que vous montrez forcément toute votre vie, donc il faut pas non plus que ça vous effraie. Qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre? Je vais vous donner quelques idées de posts qui engagent. J'ai marqué que les posts éducatifs fonctionnent quand même relativement bien. Donner des conseils par rapport à votre façon de dessiner, par rapport, je sais pas moi, à l'inspiration, ce genre de choses. Moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques illustrations où je parlais justement de choses qui m'aident dans la vie de tous les jours et c'est vrai que l'engagement est quand même vraiment très bon. Tout ce qui est concours, évidemment, ça fonctionne toujours très bien. Alors attention aussi avec les concours, l'objectif c'est pas non plus que votre compte devienne un compte où vous faites purement des concours pour juste attirer du monde, parce que sachez que généralement lorsque les gens s'abonnent pour un concours, ils se désabonnent par la suite aussi. Je sais que par exemple si je vais faire un concours qu'il y a plein de gens qui viennent, dans la grosse globalité j'ai plusieurs centaines de désabonnements par la suite aussi. J'ai marqué tous les challenges des Draw This in Your Style fonctionnent vraiment très bien, que vous soyez la personne qui le crée mais aussi la personne qui participe. Dessiner des gens qu'on aime, ça aide aussi, surtout peut-être dans toute cette... je sais même pas comment l'appeler, j'allais dire toute la communauté de fans, ouais c'est ça peut-être. Admettons que vous soyez fan d'une ou d'un chanteur, ça peut être chouette, tu vois, par exemple de dessiner, ça peut vous permettre peut-être de connecter avec d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, dessiner votre série préférée. Voilà, il y a le fait de connecter, en fait, les réseaux sociaux, c'est un espace qui est fait pour le social. Les posts qui répondent à l'actualité, ça marche aussi, même si je trouve ça hyper tendancieux. Ne commencez pas à avoir un engagement politique purement pour les likes. Vraiment, vous allez finir en enfer pour ça. Je trouve ça vraiment hyper problématique de se dire, tiens, il y a des événements dans le monde et je vais faire une illustration dessus pour gagner en visibilité. Surtout quand c'est des événements, par exemple, qui impliquent des gens qui meurent. On évite ça, vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes engagé politiquement de base et que vous avez envie d'utiliser en fait votre art pour justement avoir un engagement sur les réseaux sociaux, ça peut avoir du sens. Mais si c'est pas le cas et que vous le faites purement dans un but de gagner des abonnés, vous n'êtes pas une bonne personne, sachez-le. Parce que c'est horrible de gagner des abonnés sur des gens qui souffrent, sachez-le. Et ce que j'ai marqué aussi, ça va être tous les posts autour de l'émotionnel. Voilà, partager des expériences, peut-être faire des posts par rapport à des émotions. Je sais par exemple que la ville et les nuages, elle est très forte par rapport à ça. Elle va faire des illustrations qui vont peut-être se partager assez facilement parce qu'on va penser à la personne qu'on aime. Et aussi, je dirais des illustrations en rapport avec le calendrier. Lorsque c'est la Saint-Valentin, vous pouvez faire une illustration autour de la Saint-Valentin. Lorsque c'est Noël, vous pouvez faire une illustration autour de cette période. Parce que c'est des choses qui vont vachement plus potentiellement se partager lors de cette période. J'ai aussi marqué qu'il y a très souvent des posts qui vont vous parler de l'algorithme, des gens qui popent de nulle part et qui sont en mode « alors moi j'ai eu des infos au niveau de méta ». Et qui êtes-vous en fait et pourquoi est-ce qu'on vous donne des infos à vous? Très honnêtement, en fait, ça me questionne beaucoup. J'y crois pas personnellement, tout simplement parce que en tant qu'artiste, je trouve qu'on est vraiment dans une catégorie à part par rapport aux réseaux sociaux. Je tombe parfois sur des artistes qui ont un post qui a explosé en matière de likes par rapport à tout le reste et pourtant c'est des gens qui n'ont pas mis en place en fait des stratégies, les gens qui vont vous dire ouais faites des stories hyper régulièrement. Écoutez, moi, je ne fais pas des stories pendant un sacré bout de temps, je ne perds pas plus d'abonnés que lorsque j'en fais, encore, même au contraire, lorsque je fais des stories, je perds beaucoup plus d'abonnés. Je ne pense pas qu'en tant qu'artiste, il y a fondamentalement une stratégie à mettre en place, à part la régularité et le fait de créer du contenu de qualité.
Et surtout, les copains, pensez à votre communauté avant de penser à toucher d'autres personnes. Les gens qui sont là pour vous soutenir, c'est des gens pour qui il faut avoir de la gratitude. Ce sont des gens pour qui il faut fournir du contenu, il faut répondre aux questions, il faut tout simplement engager. Attendez, je viens de capter un truc que genre là, ce que je suis en train de faire, c'est littéralement tout ce que je donne dans ma formation Domestika qui a été publiée il y a quelques temps. Bref, j'en profite, je vous balance ce fact. Sachez que ça va faire bientôt 3 ans que cette formation est en ligne. Et j'ai jamais touché d'argent, à part au tout début pour le tournage suite à cette formation. Donc cette vidéo YouTube me rapportera très certainement plus que cette formation. Donc sachez-le, vous n'êtes pas obligé de l'acheter parce que là je vous donne plein de conseils gratuits. Bref, ça c'est un autre sujet, peut-être qu'un jour je l'aborderai en studio vlog parce que j'ai plein de choses à dire à ce sujet. On va passer maintenant au chapitre des outils. Les outils que je peux vous recommander en tant que créateur de contenu parce que même si vous êtes artiste, vous allez avoir une nouvelle corde à votre arc qui va être la création de contenu. Sur Instagram, j'utilise principalement Photoshop et Procreate en fait pour créer mes posts. Parce que c'est vrai qu'en fait, tout simplement, dans la grosse globalité, ce sont des illustrations que je publie. Et pour le montage de mes Reels, je vais utiliser à la fois Final Cut et à la fois CapCut. La raison pour laquelle je n'utilise pas purement CapCut, c'est juste une question d'interface en fait. Moi, ça va faire... vous savez que ça fait plus de 15 ans en fait que j'utilise Final Cut. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Et d'ailleurs, la dernière fois, quelqu'un m'avait dit que mes animations After Effects, elles étaient mal faites. Les gars, je fais tout avec Final Cut. Mon ordi est bien trop vieux en fait pour supporter d'autres logiciels. Et donc, j'utilise principalement ça. CapCut, je trouve que c'est une application qui est assez incroyable. Je trouve ça assez dingue, tout ce qu'on peut faire dessus comparé à des logiciels comme Final Cut ou Premiere. Je me dis que si ça se trouve, en fait, tout ce qu'on met dedans n'est absolument pas safe et revendu, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent avoir une marge d'évolution qui est aussi importante. Mais en tout cas, CapCut, je pense que c'est vraiment le logiciel de base à avoir. Et sinon, pour la retouche de photos, lorsque je photographie mes illustrations, j'aime bien utiliser Snapseed parce que ça permet vraiment de sélectionner certaines zones qu'on veut retoucher. Un autre outil que je vous recommanderais d'avoir, ça peut être un calendrier avec un système de to-do. Par exemple, si vous avez prévu de faire 2 réels dans le mois, ça peut être intéressant de vous mettre la date, de vous dire voici le script pour ce réel, si vous voulez faire un réel qui est un petit peu plus travaillé, et surtout de mettre aussi la catégorie miniature parce que c'est important d'avoir une miniature pour son réel. Surtout, je trouve, dans le milieu d'illustration, je sais que plein de gens disent oui, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir un feed esthétique. Je suis pas 100% d'accord. D'ailleurs, je suis curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Perso, lorsque je tombe sur un compte Insta, s'il y a que des photos en fait de la personne et quasiment pas d'illustration, je vais pas m'abonner en fait, même si la personne va montrer comment est-ce qu'elle réalise l'illustration. Alors que si je vois de base qu'il y a plusieurs illustrations, ça va plutôt m'intéresser. Donc pensez quand même à faire la petite miniature. Et moi, par exemple, sur YouTube, j'ai toujours un peu ma checklist de toutes les choses à faire. Script, tournage, montage, miniature, barre d'infos et chapitrage. C'est très long, parfois on s'en rend pas forcément compte. Je vous recommande aussi d'avoir une bonne caméra. Évidemment, on n'est pas obligé d'investir dans du matériel de très bonne qualité. Aujourd'hui, on est quand même dans une tendance où, je le vois surtout sur TikTok, tu peux faire du contenu qui n'est pas super bien filmé. Mais par contre, si vous publiez vos illustrations, faites quand même en sorte en fait que votre illustration soit mise en avant. Si vous n'avez pas accès à une bonne caméra via une caméra comme ça ou votre téléphone, utilisez des mock-ups, ça permet quand même de mettre en avant son travail. Vous pouvez également avoir un fond photo, tout simplement un mur blanc, ça marche vraiment bien aussi, un mur blanc pour pouvoir filmer. Et sinon, une chose que moi je fais très souvent, vous savez, j'ai pas suffisamment envie de filmer dans tout mon appartement. J'aime bien du coup essayer de diversifier les différents plans, c'est pour ça que parfois je vais me filmer vue d'en haut, parfois je vais me filmer sur mon lit. Je trouve que ça permet d'ajouter de la dynamique quand même dans ce que vous faites, sans pour autant montrer l'ensemble de votre intérieur. Dernier chapitre qui va être comment est-ce qu'on reste motivé. Les réseaux sociaux, c'est dur pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui vont faire exactement le même contenu que vous et pour qui ça va mieux fonctionner que vous. Donc il y a une énorme question d'ego par rapport à ça.
Il y a le fait de créer du contenu dans le vide, tout simplement, jusqu'à ce qu'un contenu fonctionne. Ça peut être des mois et des mois, voire des années à créer dans le vide. Et je suis hyper admirative de gens qui n'ont pas lâché depuis des années parce que c'est vraiment, vraiment pas évident. Il y a beaucoup de créateurs qui vont vous dire un truc, qui vont vous dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai atteint 100 000 abonnés. Bah, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait 10 ans que je crée du contenu. Moi, la première, en fait, moi, ça fait des années que je crée du contenu sur Internet. Non pas dans l'objectif d'avoir plein d'abonnés, sinon ça ferait longtemps, je pense que j'aurais arrêté. Je suis très contente d'avoir 60 000 personnes qui me suivent, c'est assez dingue. Mais c'est vrai que dans la suite logique, on pourrait se dire que ça ferait longtemps que je suis censée avoir mon petit, vous savez, le petit truc YouTube là, ou que sur Instagram, je suis censée avoir les 100 000 abonnés pareil depuis longtemps. Et en fait, non, moi, bon, déjà, c'est pas mon but. J'en parle bah, d'ailleurs assez bien dans ma vidéo sur les revenus, le pourquoi, du comment. Enfin, je m'en fiche, moi, d'être virale ou pas. Moi, le seul truc à la fin du mois, c'est que je vais être payée, je veux bosser avec des super chouettes clients et je vais être heureuse dans mon taf. Mais ouais, ça peut être vraiment très dur de pas lâcher tout simplement. Pour ça, je vous recommande d'avoir des objectifs réalistes. Ne vous dites pas d'ici à la fin d'année, j'ai 10 000 abonnés sur une plateforme parce que ce sera peut-être pas le cas. Ça peut être plutôt, en fait, moi, mon objectif tout simplement, c'est d'avoir un rythme de publication. Ça peut être se dire, j'aimerais en fait d'ici à la fin d'année réussir à me libérer suffisamment de temps à côté de mon activité pour pouvoir réussir à faire une vidéo, tout simplement. Ça peut être, moi, d'ici à la fin d'année, j'ai envie d'avoir un objectif d'illustration grâce à mes réseaux sociaux. Et voilà, essayer de mettre en place des objectifs qui vont pas vous décourager. J'ai marqué aussi de faire les choses qu'on aime, c'est ça qui permet vraiment de rester motivé. Se forcer à faire du contenu pour faire du contenu alors que vous n'aimez pas, ben oui, c'est sûr que vous allez décrocher à un moment ou à un autre. Surtout, sachez que ne pas réussir sur les réseaux, c'est pas une fatalité. Moi, je le vois en étant sur les réseaux depuis super longtemps. Il y a des périodes où j'ai vraiment perdu en masse des abonnés. Puis après, ça a à nouveau fonctionné. C'est comme un peu tout, en fait. C'est un peu comme, je sais pas moi, un commerce en fait, tu as des périodes où ça fonctionne mieux que les autres. Et je terminerai par mon dernier conseil qui est tout simplement les réseaux sociaux c'est une chose, la vie réelle c'est une autre. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en déménageant ici et en ayant rencontré des gens dans la vie réelle et même sur les dernières années tout simplement, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais il y a plein d'autres façons de réussir dans notre activité. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui font des marchés, par exemple, d'illustration, qui gagnent bien plus, en fait, en vendant leurs illustrations, alors que ce sont des personnes qui ont très peu d'abonnés sur les réseaux sociaux par rapport à moi qui a une boutique en ligne. Donc ouais, c'est très chouette en fait les réseaux, mais il y a tellement d'autres façons en fait d'avoir accès à des projets en illustration, d'avoir accès à des opportunités professionnelles. C'est un petit plus, mais il faut pas que vous dites que si ça marche pas, ça peut pas complètement fonctionner pour vous. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout vu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des choses aussi à rajouter, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.